Le voyageur qui, à Rome, contemple sur la place du Capitole la majestueuse statue équestre de Marc Aurèle est loin de se douter que si elle est si bien conservée, c'est qu'elle fut notamment restaurée en 1538 par le grand Michelangelo. En effet, les chrétiens l'avaient confondue avec celle de Constantin, premier empereur chrétien, ce qui explique pourquoi ils se sont tant appliqués à sa préservation. À croire qu'un empereur peut en cacher un autre. Dès son plus jeune âge, Marc Aurèle s'intéressa à la philosophie. Il ne négligea aucune discipline, la grammaire, la littérature, les arts. Il reçut les enseignements du maître stoïcien Diogniète, qui était également peintre et qui l'initia à l'esthétisme. À la demande de l'empereur Hadrien, Antonin le Pieux adopta Marc Aurèle et Lucius Verus. Lorsque Hadrien mourut, il choisit Antonin pour lui succéder. Marc Aurèle fut alors investi du titre de prince héritier, à savoir de César, et s'établit sur le mont Palatin. Il épousa Faustine, la fille de l'impératrice régnante, qui lui donna 13 enfants. Faustine fut une femme exceptionnelle, puisque par la suite, souvent elle suivit son époux dans ses expéditions. Bienveillante, elle s'occupait des blessés et veillait au ravitaillement des troupes, ce qui lui valut le surnom de mère des camps. Marc Aurèle se consacrait alors aux affaires de l'État et à sa famille. Lorsqu'il eut 40 ans, Antonin le désigna comme successeur. Mais Marc Aurèle choisit de partager le pouvoir avec son frère adoptif, qu'il fit nommer Auguste. Marc Aurèle se dévoua donc à sa charge politique avec constance, rigueur et générosité. Mais dès le début de son règne, la paix fut troublée par un soulèvement militaire en Grande-Bretagne et par des mouvements de menaces à la frontière de l'Empire germanique. Rome subit des catastrophes naturelles dévastatrices, crues du Tibre, tremblements de terre et des fléaux, puisque les soldats victorieux rapportèrent bien malgré eux, les germes de la peste. Quand Lucius Verus mourut en 169, il revint à Marc Aurèle la totalité des fonctions politiques de l'Empire. Mais bien vite, les barbares envahirent la Norique et la Rhétie. Les légions surprises par ces attaques furent partiellement détruites et ne purent interrompre la progression des barbares, qui, passant l'Adriatique, marchaient sur Rome. L'argent faisait défaut pour reconstituer ces légions démantelées, et ne souhaitant pas taxer ses citoyens déjà très affectés par les calamités, Marc Aurèle ordonna de rassembler tout ce qu'il y avait de plus précieux dans ses divers palais, statues, vases, tableaux de maître, puis sa vaisselle d'or et d'argent, ses coupes de cristal, quantité de diamants, de rubis, toutes sortes de raretés qui lui venaient du cabinet d'Adrien. L'impératrice, de son côté, donna ses manteaux de pourpre, ses robes d'or et de soie, ses colliers de perles et ses bijoux. Le tout fut porté sur le forum de Trajan et mis aux enchères. La quantité d'objets de prix rassemblés ainsi fut si grande que leur vente dura 2 mois. Elle produisit tant d'argent que l'empereur put entreprendre et soutenir une longue guerre, sans avoir recours à aucune autre ressource tirée de ses concitoyens. En conséquence, le fruit de ces ventes permit de remettre une armée sur pied, celle-là même qui, aidée du ciel, se rendit victorieuse des barbares quelque temps plus tard. Ainsi, venait d'avoir lieu le premier vide-grenier chez l'empereur.